Pourquoi l'assurance vie est le placement préféré des Français? Aujourd'hui, l'assurance vie représente plus de 2 milliards d'euros d'encours en France. C'est colossal. Cela en fait de très loin le premier placement financier des ménages français devant le livret A, le PEA ou le compte titre ordinaire. Et l'assurance vie, ce n'est pas un produit, c'est une enveloppe. Et c'est précisément pour ça qu'elle est devenue le placement préféré des Français. Mais du coup, pourquoi un tel succès? Parce qu'elle cumule 3 choses extrêmement puissantes. Souplesse, fiscalité attractive et outils de transmission. Mais malgré sa popularité, elle est souvent mal comprise. Beaucoup de personnes pensent que c'est bloqué 8 ans, que c'est un produit risqué ou que c'est réservé aux personnes âgées ou encore pire, que c'est uniquement de l'argent que l'on peut avoir en cas de décès. Et c'est là qu'il faut faire un énorme tri dans les idées reçues. Première idée reçue, ce n'est pas une simple assurance décès. Et oui, historiquement, l'assurance vie est un contrat d'assurance. Mais dans les faits, en France, elle est devenue un outil d'investissement. Quand vous ouvrez une assurance vie, vous ne pariez pas sur votre décès. Vous ouvrez une enveloppe fiscale dans laquelle vous pouvez investir sur différents supports financiers. Deuxième point fondamental, ce n'est pas un placement en soi. Ce n'est pas une action, une obligation ou un livret. C'est un contenant, un cadre juridique et fiscal dans lequel vous allez placer de l'argent. Et c'est cette dimension fiscale qui change tout. L'assurance vie permet de faire fructifier son capital sans être imposé chaque année sur les gains. Et l'impôt n'intervient qu'en cas de retrait et encore uniquement sur la part d'intérêt. Et c'est cette mécanique qui la rend extrêmement puissante sur le long terme. Autrement dit, l'assurance vie n'est pas intéressante parce qu'elle rapporte beaucoup, elle est intéressante parce qu'elle optimise la manière dont on peut investir. Et c'est exactement le sujet de la vidéo. On va décortiquer étape par étape tout ce qu'il faut savoir sur l'assurance vie, les avantages, les inconvénients, les pièges cachés, les différents critères pour ouvrir une assurance vie, mais aussi les meilleurs contrats d'assurance vie en 2026. Bref, je vais tout vous présenter étape par étape. Partie 1. Qu'est-ce qu'une assurance vie concrètement? On va faire simple. Une assurance vie, c'est un contrat entre vous et un assureur. Vous déposez de l'argent, l'assureur investit selon les supports que vous choisissez et votre capital évolue dans le temps. Et vous pouvez le récupérer quand vous le souhaitez. Et derrière ce contrat, il y a toujours 3 acteurs. Le premier, c'est le souscripteur. C'est la personne qui ouvre le contrat et qui effectue les versements. En général, c'est vous. Le deuxième, c'est l'assuré. C'est la personne sur laquelle repose le contrat. Très souvent, c'est aussi vous. Et dans certains montages patrimoniaux, cela peut être différent. Et le troisième, c'est le bénéficiaire, la personne qui recevra les sommes en cas de décès de l'assuré. Et cette clause bénéficiaire est un élément stratégique majeur. On y reviendra en détail dans la partie succession de cette vidéo. Maintenant, parlons des types de contrats. Il existe 2 grandes catégories, les contrats monosupport et les contrats multisupport. Un contrat monosupport investit uniquement sur un fonds en euros, donc avec garantie du capital. Un contrat multisupport permet d'investir à la fois sur un fonds en euros et sur des unités de compte, c'est-à-dire des supports plus dynamiques comme des ETF, des fonds actions, de l'immobilier papier, voire du private equity selon les contrats. Aujourd'hui, la quasi-totalité des nouveaux contrats sont multi-supports. Donc maintenant, on va voir le fonctionnement général. On ouvre un contrat, on effectue un versement initial. Ensuite, on peut ajouter de l'argent quand on le souhaite et notre argent est investi sur les supports que l'on choisit. Et la valeur de notre contrat évolue chaque jour en fonction de la performance du coût des supports. Et ce montant total s'appelle la valeur de rachat. La valeur de rachat, c'est tout simplement la somme que vous pourriez récupérer si vous décidiez de retirer votre argent à l'instant T. Et contrairement à une idée très répandue, l'assurance vie n'est pas bloquée. Il n'y a pas de durée minimale obligatoire. On peut faire un retrait quand on le souhaite et la fameuse durée de 8 ans, ce n'est pas un blocage, c'est un seuil fiscal avantageux à partir duquel on va payer un peu moins d'impôts. Et j'y reviendrai dans la vidéo. Donc, concernant les versements, on a 2 possibilités. Les versements libres, on dépose de l'argent quand on le souhaite, sans contrainte. Et deuxièmement, les versements programmés. On met en place un investissement automatique, mensuel ou trimestriel. Et cette deuxième option est extrêmement puissante pour lisser les points d'entrée sur les marchés et construire une discipline d'investissement. Et enfin, il faut parler aussi d'un mécanisme clé, l'arbitrage. Un arbitrage, c'est le fait de déplacer notre argent d'un support à un autre à l'intérieur du contrat. Par exemple, passer d'un fonds en euros vers des unités de compte via un ETF, action ou même inversement, passer de unités de compte à fonds euros. Et l'avantage majeur, c'est que ces arbitrages ne déclenchent pas d'imposition immédiate. Comme l'assurance vie est une enveloppe capitalisante, quand on fait des transactions, quand on change de support, eh bien, il n'y a pas d'imposition parce que l'imposition se fait uniquement lors d'un retrait quand on retire l'argent vers notre compte bancaire classique. On peut donc ajuster notre allocation sans frottement fiscal tant qu'on ne fait pas de retrait vers notre compte bancaire. Et ça, c'est un levier stratégique énorme. Partie 2, les supports d'investissement dans une assurance vie. On a compris que l'assurance vie, c'est une enveloppe. Maintenant, la question essentielle, c'est qu'est-ce qu'on met dedans? Parce que ce n'est pas le contrat qui crée la performance, ce sont les supports d'investissement qu'on choisit. Et il y a 2 grandes familles de supports dans une assurance vie. Donc on les a déjà vus, le fonds en euros et les unités de compte. Donc comprendre la différence entre les deux est fondamental. Donc on va commencer par le fonds en euros. C'est le support historique de l'assurance vie. Et c'est lui qui a fait sa réputation auprès des Français. Et son fonctionnement est très simple. Quand vous investissez sur un fonds en euros, l'assureur place votre argent principalement sur des actifs obligataires, en grande majorité des obligations d'État et des obligations d'entreprise de bonne qualité. Il peut également y avoir une petite part d'immobilier ou d'actions, mais le cœur du portefeuille reste obligataire. Parce que l'objectif du fonds en euros, ce n'est pas la performance maximale, c'est la stabilité.
La grande particularité du fonds en euros, c'est la garantie du coup en capital. Ça signifie que le montant qu'on a investi est garanti par l'assureur, hors frais éventuels bien sûr. Donc si on investit 10 000 euros, on ne peut pas descendre en dessous de ce montant, sauf en cas de frais spécifiques ou situation extrême de l'assureur. Deuxième caractéristique clé, l'effet cliquet. Qu'est-ce que c'est? Chaque année, les intérêts générés sont définitivement acquis. Si le fonds en euros rapporte 2, puis 3%, puis 2,5%, ces gains s'ajoutent à notre capital et ne peuvent plus être perdus. C'est un mécanisme extrêmement sécurisant psychologiquement. Mais il faut comprendre d'où vient ce rendement. Comme le fonds en euros est majoritairement investi en obligations, et notamment des obligations d'État françaises à 10 ans, son rendement dépend fortement des taux d'intérêt. Quand les taux étaient proches de zéro pendant des années, les rendements des fonds en euros ont progressivement baissé. Historiquement, dans les années 2000, il n'était pas rare d'avoir des rendements supérieurs à 4 ou 5% comme les taux étaient plus élevés. Et dans les années 2015 à 2021, certains contrats affichaient à peine 1%. Et depuis la remontée des taux en 2022 et 2023, les rendements ont commencé à remonter. Mais ils restent structurellement dépendants du marché obligataire, du marché de taux. Et c'est là qu'apparaissent les limites structurelles du fonds en euros. Première limite, le rendement est plafonné. Comme le portefeuille est prudent, il ne peut pas générer des performances élevées sur le long terme, comparables au marché action. Deuxième limite, l'inflation. Si l'inflation est supérieure au rendement servi, le pouvoir d'achat diminue, même si le capital nominal est garanti. Troisième limite, l'accès. De plus en plus d'assureurs imposent de placer une partie de l'épargne en unité de compte pour accéder au fonds en euros. Pourquoi? Parce que le fonds en euros représente un coût important en garantie pour l'assureur. Et en cas de défaut, un fonds de garantie a été créé en 1999 avec une protection à hauteur de 70 000 euros par personne et par contrat d'assurance vie. En résumé, du coup, le fonds en euros, c'est un outil de stabilité, ça protège le capital, mais ça ne crée pas de croissance significative sur le long terme. Passons maintenant du coup à la deuxième grande catégorie, les unités de compte. Ici, on change complètement de logique. Contrairement au fonds en euros, les unités de compte ne garantissent pas le capital. Votre argent est investi sur les marchés financiers ou immobiliers. La valeur peut monter, mais aussi baisser, ce qu'on appelle le risque en capital. Mais en contrepartie, le potentiel de rendement est beaucoup plus élevé. Dans les unités de compte, on peut retrouver plusieurs types d'actifs. On peut investir dans des ETF. Donc un ETF, c'est un fonds indiciel coté en bourse qui réplique un indice comme le marché mondial ou le S&P 500 ou par exemple les marchés émergents. Et aujourd'hui, c'est l'un des outils les plus efficaces pour investir à faible coût avec une grosse diversification. On peut également investir dans des actions directement via des fonds spécialisés, donc des fonds actifs. Et on a aussi certaines assurances vie qui proposent des fonds qui sélectionnent des entreprises spécifiques ou des secteurs précis. On a aussi des fonds obligataires qui permettent d'investir sur le marché obligataire, mais sans garantie en capital comme le fonds en euros. On peut aussi retrouver des supports immobiliers comme des SCPI ou d'autres formes d'immobilier papier. Ça permet d'avoir une exposition à l'immobilier sans acheter un bien en direct. Et selon les contrats les plus sophistiqués, on peut accéder à du private equity, c'est-à-dire investir dans les entreprises non cotées. On comprend donc que l'assurance vie peut devenir une véritable plateforme patrimoniale. Mais il faut être clair, dès qu'on est en unité de compte, la valeur du contrat peut fluctuer fortement. On peut avoir des années positives à plus 10 voire plus 15%, mais aussi des années négatives à moins 10 voire moins 15%. Parce que la performance dépend du coup entièrement des marchés et de l'allocation. Et donc c'est à ce moment-là que la partie stratégie entre en jeu. Maintenant qu'on a compris les supports, il faut maintenant savoir comment les gérer. Là, il y a deux grandes options qui existent, la gestion libre et la gestion pilotée. La gestion libre, ça signifie qu'on va choisir nous-mêmes nos supports, on décide de la répartition entre fonds en euros et unités de compte, on choisit nos ETF, nos fonds, nos arbitrages. C'est la solution la plus flexible, ça permet d'optimiser les frais, de construire une stratégie sur mesure et de garder le contrôle total, mais ça demande des connaissances et du suivi, alors que la gestion pilotée, c'est déléguer nos décisions à un professionnel. On choisit un profil de risque, par exemple prudent, équilibré ou dynamique. Ensuite, une équipe de gestion s'occupe des arbitrages et de l'allocation. C'est la solution la plus simple, mais ça implique aussi des frais supplémentaires. La gestion libre, pour moi, s'adresse aux investisseurs autonomes, à l'aise avec les marchés financiers, alors que la gestion pilotée, c'est pour ceux qui veulent investir sans gérer eux-mêmes les décisions quotidiennes. Bref, il n'y a aucune des deux options qui est universellement la meilleure. Tout dépend du coup de votre profil, de votre temps disponible et de votre niveau de compétence sur les marchés financiers. Mais ce qui est certain, en revanche, c'est que le choix des supports et du mode de gestion, ça va fortement influencer votre performance à long terme sur ce contrat. Et sur l'assurance vie, investir, c'est qu'une partie de l'équation. C'est une belle partie, mais il y a aussi autre chose qui fait une différence sur le long terme, c'est la fiscalité. Et c'est précisément là que l'assurance vie devient redoutablement intéressante. Partie 3, fiscalité de l'assurance vie, le pilier central. Si l'assurance vie est devenue le placement préféré des Français, c'est sans doute grâce à sa fiscalité exceptionnelle. Et tant que vous n'avez pas vraiment compris cette mécanique, vous passez à côté de 80% de son intérêt réel. Parce que ce qui rend l'assurance vie puissante, ce n'est pas seulement ce qu'elle rapporte de manière brute, c'est surtout la façon dont elle est imposée, ou plutôt dont elle n'est presque pas imposée pendant très longtemps. Donc premier principe fondamental, tant qu'on ne touche pas à notre argent, on ne paye absolument aucun impôt.
0, parce que le contrat est accumulant. Le contrat peut accumuler des intérêts, des dividendes, des plus-values pendant 5, 10, 20, 30 ans. Et si on ne retire pas l'argent de l'assurance vie vers notre compte bancaire, il n'y a rien à déclarer à l'administration fiscale. Et contrairement à un compte titre ordinaire où les dividendes et plus-values réalisées peuvent être fiscalisées chaque année, ou même sur un CTO de personne morale où là les plus-values latentes peuvent être fiscalisées, ici sur l'assurance vie, c'est de la capitalisation intégrale, sans frottement fiscal intermédiaire. L'impôt n'arrive qu'au moment où on décide de faire un retrait, donc un rachat. Et c'est là que l'effet boule de neige devient vraiment impressionnant. Moins d'impôts en cours de route et c'est plus de capital qui reste investi, qui produit lui-même des intérêts et qui fait grossir le tout de façon exponentielle sur le long terme. Et quand on fait un retrait, la règle clé, c'est qu'on n'est jamais imposé sur la totalité de la somme qu'on sort. On ne taxe que la part d'intérêt ou de gain qui est incluse dans ce retrait. Le reste, c'est votre capital versé initialement et il n'est jamais taxé 2 fois. Prenons un exemple très concret. Vous avez versé 100 000 € au total sur votre contrat et aujourd'hui il vaut 140 000. Il y a donc 40 000 € de gain. Si on retire 20 000 €, ce retrait est proportionnel à la composition globale du contrat. Ici, environ 28,6% du contrat correspond à des gains. Donc, par exemple, sur 20 000 € sortis, environ 5 720 € seront considérés comme des intérêts imposables. Les 14 280 € restants, c'est votre capital non taxable. Donc ça, c'est une mécanique hyper protectrice. Et avant 8 ans, la fiscalité sur ces gains est assez standard. Le plus souvent, le PFU, le prélèvement forfaitaire unique à 30%, qui est resté le même pour l'assurance vie. Et ça reste intéressant par rapport à d'autres placements comme le PEA avant 5 ans où c'est 31,4 ou le CTO où on a 31,4 dans tous les cas. Mais sur l'assurance vie, c'est vraiment après 8 ans que ça change vraiment et que l'assurance vie devient vraiment fiscalement redoutable. Parce que les 8 ans, ce n'est pas une durée de blocage. Avant 8 ans, on peut faire des retraits, mais après 8 ans, on a plus d'avantages. Parce qu'à partir de la 8e année, on bénéficie chaque année d'un abattement sur les gains retirés, 4 600 € pour une personne seule et 9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à une imposition commune. Et du coup, cet abattement s'applique sur l'ensemble de vos contrats d'assurance vie, tout assureur confondu. Concrètement, chaque année pouvait sortir jusqu'à 4 600 € ou 9 200 € pour un couple de pur gain sans payer le moindre euro d'impôt sur le revenu. Seuls les prélèvements sociaux restent dus sur ces gains. Maintenant, on va imaginer un couple qui organise ses retraits pour sortir environ 9 000 € de gains par an après 8 ans. Il ne paye rien en impôt sur le revenu, juste les prélèvements sociaux. C'est comme avoir une rente partiellement défiscalisée chaque année, renouvelable indéfiniment tant que le contrat vit. Et si on retire plus que cet abattement, là encore, c'est beaucoup plus doux qu'avant 8 ans. Pour la majorité des contrats, surtout si le total des primes versées est inférieur ou égal à 150 000 € par personne, les gains excédentaires sont imposés au taux de 7,5% d'impôt sur le revenu, prélèvement forfaitaire non libératoire, puis toujours les 17,2% de prélèvements sociaux. Et donc, on a imposé un taux global effectif d'environ 24,7% sur la partie taxable et c'est loin des 31,4 ou plus qu'on peut voir ailleurs. En résumé, après 8 ans, l'assurance vie nous permet souvent de générer et de sortir des revenus complémentaires avec une fiscalité extrêmement légère. Une grosse partie exonérée d'impôt sur le revenu chaque année grâce à l'abattement et le reste taxé à un taux modéré qui descend bien en dessous de la flat tax classique. C'est exactement ce qui en fait un outil idéal pour préparer sa retraite, créer un complément de revenus sans se faire plumer fiscalement ou simplement laisser le capital grossir le plus longtemps possible. Et un dernier point crucial sur la façon de retirer, il y a deux types de rachats. Le rachat partiel où on sort seulement une partie de l'argent mais le contrat continue d'exister avec toute son ancienneté fiscale préservée. C'est presque toujours la meilleure option. Et le rachat total où on vide tout et on clôture le contrat. Là, on perd l'ancienneté et si on en ouvre un nouveau, le compteur des 8 ans repart de zéro. Pour moi, c'est une erreur classique qu'on voit assez souvent. Clôturer un vieux contrat pour en ouvrir un autre plus performant sans réaliser que l'on perd l'avantage fiscal accumulé après des années. En pratique, on va plutôt privilégier systématiquement les rachats partiels pour garder cette mécanique fiscale le plus longtemps possible. Donc on voit bien, l'assurance vie, ce n'est pas juste un placement, c'est une enveloppe fiscale sophistiquée qui nous laisse capitaliser sans impôt pendant des décennies, retirer intelligemment avec des abattements renouvelables et optimiser de plus en plus avec le temps. Et pour aller plus loin, on a aussi d'autres avantages cachés de l'assurance vie, comme par exemple en matière de transmission patrimoniale. Partie 4, l'assurance vie et la succession. Pour moi, le super pouvoir de l'assurance vie, c'est plutôt la transmission. Et là, on change complètement de dimension par rapport aux précédentes parties. Parce que le cœur du mécanisme de la transmission, c'est la clause bénéficiaire. Quand on ouvre une assurance vie, on désigne une ou plusieurs personnes qui recevront l'argent au décès. Ça peut être le conjoint, les enfants, les parents, un ami ou même une association. Et cette clause est capitale parce que l'assurance vie ne suit pas les règles classiques de la succession. L'assurance vie est juridiquement hors succession. Concrètement, ça signifie que le capital transmis ne passe pas par le notaire dans le partage successoral classique. Il est versé directement aux bénéficiaires désignés. Résultat, on a une transmission plus rapide, de la confidentialité, une fiscalité spécifique et surtout la possibilité d'avantager certaines personnes dans la succession. Donc c'est un outil d'organisation patrimoniale extrêmement puissant. Et pour les primes versées avant 70 ans, chaque bénéficiaire a un abattement de 152 500 €. Après attention, ce montant c'est par bénéficiaire. S'il y a 2 enfants, chacun des enfants peut recevoir 152 500 € sans payer de droits de succession, ça fait
305 000 € transmis totalement exonérés. Et au-delà, la fiscalité reste très avantageuse, 20% jusqu'à 700 000, puis 31,25% au-delà. Et quand on compare ça aux droits de succession classiques en ligne directe, qui peuvent monter jusqu'à 45%, on comprend vite pourquoi l'assurance vie est considérée comme un outil central de transmission. Et après 70 ans, beaucoup pensent que l'assurance vie n'a plus d'intérêt. C'est faux, mais les règles changent. Pour les primes versées après 70 ans, l'abattement n'est plus de 152 500 € par bénéficiaire, il devient un abattement global de 30 500 €, tout bénéficiaire confondu. Donc oui, ça paraît beaucoup moins intéressant, mais il y a une nuance essentielle, cet abattement ne s'applique que sur les primes versées. Les intérêts générés après 70 ans sont totalement exonérés de droits de succession. Donc si on verse 30 000 € à 71 ans et que le contrat vaut 80 000 € au décès, seuls les 30 000 € sont intégrés à la succession. Les 50 000 € d'intérêts sont transmis sans droit et c'est un détail que peu de gens comprennent mais qui change tout. Donc pour résumer, les versements avant 70 ans, c'est pas au moment du décès, c'est au moment où on verse l'argent sur le contrat. On a 152 500 € d'abattement par bénéficiaire sur le capital transmis. Et quand on fait des versements après 70 ans, on a 30 500 € d'abattement global sur les primes versées uniquement. Les gains restent donc hors de droit de succession. Donc sur l'assurance vie, la vraie stratégie patrimoniale de succession, ça consiste souvent à alimenter massivement son assurance vie avant ses 70 ans. Parlons maintenant du démembrement de clauses bénéficiaires. Là, on est dans un niveau stratégique supérieur. Parce qu'on peut démembrer la clause bénéficiaire. Par exemple, votre conjoint usufruit, vos enfants en nue propriété. Concrètement, votre conjoint peut utiliser l'argent, percevoir les revenus et au niveau du décès du conjoint, le capital va revenir aux enfants sans nouvelle taxation. C'est une technique extrêmement utilisée en gestion de patrimoine. Ça permet de protéger le conjoint tout en sécurisant la transmission aux enfants. Pour aller encore plus loin, on peut aussi rédiger une clause dite à option. Ça permet aux bénéficiaires au moment du décès de choisir entre plusieurs répartitions possibles. Par exemple, prendre 100% en pleine propriété ou prendre 50% et laisser le reste aux enfants ou ne prendre que l'usufruit. Ça offre une flexibilité énorme. On adapte la stratégie au contexte réel au moment du décès. Et ça, c'est vraiment de l'optimisation patrimoniale avancée. Aussi, on peut faire une clause de remploi. Une clause de remploi fait surtout sens quand on est marié sous un régime de communauté et qu'on verse de l'argent sur une assurance vie qui doit rester à nous seuls. Par exemple, héritage, donation, vote d'un bien propre, somme qu'on possédait avant le mariage. Ça sert à prouver l'origine propre des fonds versés sur le contrat pour éviter qu'ils soient considérés comme communs. L'objectif, c'est qu'en cas de divorce ou de succession, on puisse démontrer clairement que ces versements et idéalement leur traçabilité relèvent de nos biens propres. Concrètement, on fait une déclaration écrite indiquant la source des fonds et le fait qu'ils sont réemployés sur le contrat d'assurance vie. Ça évite les contestations et sécurise la qualification du capital. Donc vraiment, la clause bénéficiaire ne se rédige pas à la légère. Une mauvaise rédaction peut créer des conflits, bloquer des fonds ou déclencher une fiscalité inutile. Quand on parle de patrimoine vraiment important, être très précis d'un point de vue juridique, ça devient vraiment essentiel. Si le patrimoine est significatif, passer par un notaire ou par un conseiller compétent, c'est une vraie décision à prendre. Maintenant, partie 5, les grandes stratégies avec l'assurance vie. Donc, comment piloter son assurance vie pour en tirer le maximum? Parce que oui, l'assurance vie, c'est pas juste un produit parmi d'autres comme on l'a vu dans les précédentes parties, c'est une enveloppe fiscale ultra puissante et une bonne enveloppe, ça se pilote activement. Première stratégie, la plus simple et souvent la plus rentable sur le long terme, c'est la capitalisation pure sur 15, 20, 30 ans ou plus. On verse, on investit sur différents supports et surtout on ne touche à rien. Tant qu'on ne fait aucun rachat, aucun euro n'est imposé. Ni les intérêts, ni les dividendes, ni les plus-values latentes. Tout reste à l'intérieur du contrat et ça continue à produire des intérêts sur intérêts sur intérêts. C'est vraiment un effet boule de neige des intérêts composés. Deuxième stratégie, c'est préparer un complément de revenu à la retraite. Quand on arrive à la retraite, on n'a pas envie d'une rente viagère rigide qui bloque à vie. Avec l'assurance vie, on peut faire des rachats partiels programmés, par exemple 1 000 € ou 2 000 € par mois, ajustables selon nos besoins. Et fiscalement, ça peut être assez malin parce qu'on est imposé que sur la part de gain contenue dans chaque retrait. Et après 8 ans de contrat, on bénéficie d'un abattement annuel énorme, 4 600 € de gains par an pour une personne seule ou 9 200 € pour un couple marié ou pacsé soumis à imposition commune. Et au-delà de cet abattement sur les gains, on paye que 7,5% d'impôt sur le revenu et les 7,2% de prélèvements sociaux. Donc si les gains annuels tombent dans la fourchette de l'abattement, on sort de l'argent presque sans aucun impôt sur le revenu, juste les prélèvements sociaux à payer. Donc on transforme notre capital en une rente flexible qu'on contrôle totalement sans passer par un produit bloqué comme une rente viagère obligatoire. Troisième stratégie, l'optimisation fiscale progressive des retraits. Plutôt que de vider 50 000 ou 100 000 € d'un coup, ce qui ferait exploser notre tranche marginale d'imposition, là on lisse les sorties sur plusieurs années. Chaque année, on utilise à fond l'abattement de 4 600 ou 9 200 €. On peut même caler nos rachats pour qu'ils tombent pile dans des années où d'autres revenus sont plus bas. Et ça, c'est une stratégie un peu plus poussée. On minimise l'impôt tout en gardant une liquidité régulière. Quatrième levier, la transmission anticipée et optimisée. L'assurance vie reste l'un des meilleurs outils pour transmettre de son vivant sans donation immédiate lourde. Donc là, on ouvre un contrat au nom de nos enfants. Ou bien ce qu'on peut faire, c'est d'alimenter notre contrat en désignant comme bénéficiaires nos enfants via une clause sur mesure. Et au décès, les bénéficiaires reçoivent le capital avec une fiscalité ultra douce
Abattement de 152 500 € par bénéficiaire sur les primes versées avant 70 ans. Puis on est taxé à 20% au-delà ou 31,25% après un certain seuil. Et les conjoints et partenaires de PAC sont même totalement exonérés. Et enfin, le point le plus sous-estimé de tous, l'assurance vie comme enveloppe patrimoniale centrale. Un bon investisseur ne choisit pas seulement ses actifs, actions, obligations, immobilier, etc. Il choisit d'abord ses enveloppes fiscales, le PEA pour Action européenne, le compte titre pour la flexibilité totale, le PER pour faire de la défisque et l'assurance vie plutôt pour sa polyvalence. Partie 6, comment choisir une bonne assurance vie. Là, on arrive à un moment clé. Parce qu'à ce stade, on a compris une chose essentielle. L'assurance vie, c'est une superbe enveloppe. Mais toutes les assurances vie ne se valent pas et c'est probablement l'erreur la plus coûteuse que font les investisseurs. La différence entre une bonne et une mauvaise assurance vie qui n'est pas adaptée à votre cas spécifique peut vous faire perdre beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Pas à cause du marché, à cause des frais, des supports, de la structure du contrat. Choisir une assurance vie, ce n'est pas cocher une case sur un catalogue bancaire. C'est décider de l'architecture même de votre patrimoine pour les 20, 30 ou 40 prochaines années. Et cette architecture change absolument tout. Votre performance nette et réelle, votre tranquillité d'esprit face aux crises, votre liberté d'investir comme vous l'entendez et même ce que vos proches pourront recevoir un jour au moment de votre décès. Parce que la majorité des personnes se contentent de dire oui au contrat que leur banquier leur propose. Résultat, beaucoup de frais, des fonds en euros qui sous-performent depuis des années, des supports ultra limités et une impression d'être coincé dans une assurance vie qui ne performe pas. Et donc pour vous aider à y voir plus clair, pour éviter les pièges des mauvaises assurances vie et pour vous donner le maximum de clarté sur quelle assurance vie est adaptée à votre cas spécifique, j'ai créé un comparatif complet des meilleures assurances vie en 2026. Donc pour y accéder, c'est le lien dans la description. Je vous ai tout décortiqué étape par étape, tous les différents critères qui sont importants, mon classement selon mes critères. Ce comparatif, c'est pas une vérité générale. Vraiment, croisez ces informations avec d'autres informations que vous pourrez trouver sur Internet. Mais je pense à vous faire gagner beaucoup de temps. Vous aurez une vision d'ensemble. Vous pourrez comparer facilement les choses. Mais pour vous faire une synthèse assez rapide, qu'est-ce qu'il faut analyser? Premièrement, les frais. On peut avoir certaines banques qui facturent des frais de 2, 3 voire 4% à chaque versement. Concrètement, si on investit 10 000 €, il ne reste que 4 600 € avec 4% de frais d'entrée. Donc déjà, on démarre avec un handicap. Et sur le long terme, cet argent perdu ne produira jamais d'intérêt. Et aujourd'hui, on a de nombreux contrats en ligne qui proposent 0% de frais d'entrée. Après, on peut avoir les frais de gestion annuels. Ces frais sont prélevés chaque année sur l'encours total. Ça peut être 0,6, 0,8, 1%, parfois plus. Et ça peut paraître faible, c'est que juste 1%. Mais sur 10, 15, 25 ans, la différence entre 0,6% et 1% peut représenter une perte massive. Parce que ces frais s'appliquent tous les ans sur un capital qui grossit. En gros, on vous enlève de l'argent sans que vous le voyez tous les ans de manière silencieuse et invisible. Autre élément souvent négligé, les frais d'arbitrage. Un arbitrage, comme on l'a vu, c'est le fait de déplacer notre argent d'un support vers un autre. Par exemple, passer d'un fonds action à un fonds obligataire. Et il y a certains contrats qui facturent chaque arbitrage. Il y en a d'autres qui offrent un certain nombre d'arbitrages gratuits par an. Donc si on a une gestion dynamique ou si on ajuste notre allocation régulièrement, ces frais peuvent coûter assez cher. Maintenant, un autre sujet, c'est les frais sur unité de compte. Quand on investit sur des fonds actifs traditionnels, il y a souvent des frais internes supplémentaires, parfois 1,5, 2% voire plus. Et ces frais viennent s'ajouter aux frais du contrat, ce qui signifie qu'au total, l'investissement peut supporter 2 à 3% de frais annuels cumulés, parfois même beaucoup plus. Et dans ces conditions, battre les marchés après frais, ça devient quasiment impossible. Et c'est pour ça que la présence d'ETF est cruciale. Les ETF permettent d'avoir des frais internes très faibles, souvent entre 0,1 et 0,3% par an. Et sur 20 ans, la différence est colossale. Et une bonne assurance vie moderne doit proposer une large gamme d'ETF diversifiés. Sinon, on est structurellement désavantagé. On part avec un handicap. Donc, premier critère très important, les frais, oui. Deuxième critère, ça va être qu'est-ce qu'on a dedans. Il faut regarder la diversité des fonds, la présence d'ETF, la qualité des fonds immobiliers type SCPI, l'accès éventuel au private equity, si ça fait sens pour vous. Un bon contrat, c'est aussi avoir accès à plein de produits d'investissement. Autre point fondamental souvent oublié, l'assurance vie est portée par un assureur, pas par la banque. C'est l'assureur qui garantit le fonds en euros. Donc, il faut regarder sa solidité financière, sa notation, la taille du bilan, sa présence internationale. Bref, un contrat performant mais porté par un assureur fragile n'a aucun sens stratégique. Il faut aussi regarder l'interface et l'accessibilité parce qu'une bonne interface, ça permet de suivre ses performances, de faire des arbitrages facilement, d'analyser ses supports, de piloter sa stratégie. Bref, d'être au clair sur qu'est-ce qu'on fait. Parce qu'on a certains contrats qui sont encore très archaïques, peu lisibles et peu transparents. Du coup, quand on va se connecter sur ces plateformes, on n'a vraiment pas envie d'y aller, on n'y comprend rien et au final, ça nous ralentit plus qu'autre chose. Les erreurs fréquentes à éviter. Donc maintenant qu'on est beaucoup plus au clair sur l'assurance vie et son rôle dans un patrimoine, il faut aussi parler des erreurs que beaucoup d'épargnants commettent. La première erreur très répandue consiste à croire que l'assurance vie est bloquée pendant 8 ans. Et cette idée est totalement fausse. L'argent placé dans une assurance vie n'est pas bloqué. À tout moment, on peut faire un rachat partiel ou total avant 8 ans.
La seule différence, ça concerne la fiscalité. Avant 8 ans, les gains sont imposés de manière un peu moins avantageuse et après 8 ans, la fiscalité devient un peu meilleure. Mais juridiquement et techniquement, l'épargne reste disponible. Deuxième erreur, ça consiste à laisser 100% de son capital sur le fonds euro. Bien sûr, tous les profils sont différents, mais si on investit sur un temps long, je pense qu'avec le fonds euro, on aura une performance plus que décevante, alors qu'avec des unités de compte, on peut aller chercher un peu plus de performance. Après, ça dépend de vos objectifs, de votre profil de risque, etc. Mais il y a pas mal de personnes qui mettent 100% en fonds euro parce qu'elles pensent que c'est sécurisé et que si on fait des unités de compte, c'est trop risqué. En général, cette erreur elle vient plutôt d'un manque de compréhension des produits financiers qu'on a sur les unités de compte. Et aussi, pendant longtemps, faire 100% en fonds euro, ça pouvait être compréhensible. On avait des taux des fonds euros qui étaient assez élevés. Mais si on a une baisse des taux, alors là, les taux des fonds euros vont mécaniquement baisser. Et donc, garder 100% en fonds euros avec des taux qui baissent, c'est pas forcément la meilleure idée. Comme je le dis, je pense que ça vient plutôt du fait qu'on ne comprend pas assez les produits dans les unités de compte. Une autre erreur fréquente consiste à ne jamais arbitrer son contrat, de rester comme ça pendant des années, en se disant je ne touche pas, ça fonctionne un peu, c'est pas terrible, mais au moins je suis sûr de ne pas faire d'erreur. Parce que l'assurance vie, ça permet de faire des arbitrages entre différents supports sans fiscalité immédiate. Donc, je vous invite vraiment, si vous êtes convaincu au fait que votre allocation actuelle n'est pas forcément la meilleure, faites un arbitrage en comprenant ce que vous faites pour avoir quelque chose de plus adapté à votre situation. Une autre erreur qui revient beaucoup, c'est concernant la clause bénéficiaire. Donc ça, c'est un élément central de l'assurance vie. La clause bénéficiaire, comme on l'a vu, ça détermine à qui sera transmis le capital en cas de décès. Parce qu'il y a beaucoup de contrats qui sont ouverts avec une clause standard très basique, parfois mal adaptée à la situation familiale réelle. Une clause mal rédigée, ça peut créer des conflits, des ambiguïtés ou des inefficacités fiscales. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut vraiment prendre le temps de bien la rédiger ou se faire accompagner par un notaire ou par un conseiller spécialisé. Aussi, une erreur qu'on ne mentionne jamais, c'est juste ne pas ouvrir de contrat d'assurance vie. Parce que oui, d'un point de vue patrimonial, on a des gros avantages fiscaux en cas de succession pour les versements avant 70 ans. Donc si votre qui voulez vraiment optimiser votre succession, ça fait vraiment sens de pouvoir alimenter l'assurance vie avec des versements avant 70 ans. Donc s'il y avait une chose à retenir de cette vidéo, c'est que l'assurance vie, c'est vraiment une enveloppe extrêmement puissante à condition de bien la comprendre et de bien la choisir. C'est un outil de capitalisation, c'est un outil fiscal et un outil de transmission. Et dans beaucoup de cas, il est intéressant d'ouvrir une le plus tôt possible, ne serait-ce juste pour avoir le compteur fiscal qui se déclenche. Et je veux vraiment insister sur quelque chose de très important, toutes les assurances vie ne se valent pas. Il faut faire attention aux frais, à ce qui est disponible dedans, à la qualité de l'interface, au service client, etc. Et si vous voulez y voir plus clair, j'ai réalisé un comparatif complet des meilleures assurances vie selon moi en 2026 avec différents critères. Donc si ça vous intéresse, je vous invite à aller dans la description, vous aurez accès au lien pour accéder à ce comparatif complet des meilleures assurances vie en 2026. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, que ce soit au niveau de l'assurance vie ou sur d'autres placements, on a un accompagnement dans lequel on a aidé plus de 400 personnes à investir. Donc si vous êtes bloqué actuellement, soit parce que vous ne savez pas quoi faire, soit parce que vous avez trop d'argent et ça vous bloque dans votre stratégie, vous n'arrivez pas à passer à l'action, je vous invite à réserver un appel avec une personne de mon équipe. On va regarder en détail votre cas. Est-ce qu'on peut vous accompagner, oui ou non? Est-ce que ça fait sens pour vous et pour nous? Et si ça fait sens, alors on vous présentera notre programme et nos différentes offres. Cet appel est 100% gratuit et ça peut peut-être vous aider à vous débloquer et vraiment à créer du patrimoine sur du long terme pour vous et pour vos proches. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si elle vous a aidé à mieux comprendre l'assurance vie, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, à me partager vos retours ou des questions dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre à tout le monde. Et sur ce, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo.